Bonjour, je suis Christelle Gramaglia, sociologue à l'INRAE de Montpellier et je travaille sur les pollutions sous deux angles. D'abord, la production des savoirs sur les pollutions en situation de controverse et puis sur les expériences habitantes des pollutions. Merci aux organisateurs pour leur invitation. Ma communication s'intitule « Savoirs scientifiques, réglementaires et profanes. Les expériences participatives permettent-elles de dépasser les antagonismes ?» Ma réflexion prend appui sur des observations faites sur différents terrains industriels. J'ai relevé que la déconnexion des expériences sensibles et de la mesure des pollutions générait des situations de controverse et des crises difficilement solutionnables. Bien souvent, les riverains font état de leurs inconforts et malaises, par exemple à l'occasion d'un épisode de torche dans une raffinerie, tandis que les capteurs des industriels ou des organismes en charge de la surveillance réglementaire n'enregistrent aucun problème. Sans remettre en cause la qualité des mesures, je pense que cette déconnexion pose problème et devrait nous donner à réfléchir. D'abord, parce que l'évaluation des risques comporte de nombreuses incertitudes. En même temps que des connaissances extrêmement précises sont élaborées sur un nombre réduit de paramètres, des ignorances sont reproduites, comme nous l'ont appris les spécialistes de l'agnotologie. Par exemple, les ressources humaines et matérielles sont concentrées sur l'étude de quelques paramètres, tandis qu'elles en délaissent d'autres. Par ailleurs, le nombre de prélèvements est forcément limité dans l'espace et le temps. Les moyennes tendent également à estomper les effets de pic de pollution. Quant aux indices de confiance généralement élevés, ils conduisent à de nombreux résultats inconclusifs. Ils contribuent de cette manière à minorer les risques environnementaux et sanitaires. Mon propos n'est pas de dire qu'il s'agit d'omission. Je pense plutôt que la manière dont la mesure est opérationnalisée sur la base de conventions et habitudes professionnelles dans les sciences réglementaires génère des biais qui devraient favoriser les postures modestes et l'ouverture à d'autres formes de savoir. Dans ces circonstances, quelles sont les alternatives? Quelle autre méthode avons-nous à disposition en complément de la quantification avec des instruments sophistiqués réservés de fait aux seuls experts équipés? La bioindication en est une. Elle donne une idée plus générale et qualitative de l'état d'un écosystème. C'est pour cette raison que l'Institut éco-citoyen pour la connaissance des pollutions de Fos-sur-Mer, constitué dans le sillage de fortes mobilisations de riverains au début des années 2000, a décidé d'employer cette méthode, la bioindication, pour mener ses recherches. Celle-ci présente plusieurs avantages. Elle rend la production de données moins onéreuse, puisqu'elle repose sur l'observation d'organismes vivants, accumulateurs de contaminants, présents naturellement sur le territoire concerné. Comme les lichens, leur distribution, la structure de leur population fournissent des informations utiles sur la qualité de l'air. L'autre avantage de la bioindication, c'est qu'elle facilite l'implication des citoyens qui peuvent alors participer à la production de connaissances sur les phénomènes qui les incommodent. Ils y gagnent, bien évidemment, en culture scientifique, mais aussi en capacité d'action, puisque non seulement ils sont mis en situation de faire des propositions pour orienter le processus de production de connaissances, mais ils accèdent aussi directement à des données qui peuvent leur servir ensuite pour étayer leurs revendications en faveur d'un environnement sain. Je souhaiterais toutefois prendre un autre exemple, toujours tiré des archives de l'Institut éco-citoyen, pour montrer tous les bénéfices épistémologiques et politiques du biomonitoring participatif pour dénouer les situations de crise. Pour ce faire, j'ai besoin de revenir sur le choix controversé d'un organisme sentinelle pour la pollution marine. Il existe, au moins depuis le milieu des années 1970, un réseau de surveillance du milieu marin supervisé par Ifremer.
C'est le réseau d'observation de la contamination chimique. Il est complété par le réseau intégrateur biologique en Méditerranée. Ifremer utilise principalement des moules en cage pour suivre les niveaux de contamination à large échelle. C'est une méthode très efficace pour évaluer de mois en mois les variations de la qualité de l'eau sur l'ensemble de la façade maritime. Voilà rapidement en quoi consiste la surveillance réglementaire, même si d'autres campagnes plus ponctuelles sont aussi menées. À l'occasion de l'incinérateur de Fos-sur-Mer, qu'ont refusé les habitants, les phocéens, un suivi particulier à charge de l'industriel Évéré a été mis en place. La question s'est posée, quelle sentinelle choisir? Plusieurs espèces de poissons ont alors été sélectionnées pour étudier l'impact environnemental de l'usine de traitement de déchets. Par exemple, la dorade, le loup, mais aussi des turbos juvéniles qu'on aperçoit à gauche de la diapositive. Ce choix a particulièrement irrité les représentants des associations présentes lors des réunions publiques, parce que les petits turbos n'avaient vraisemblablement pas le temps de bioaccumuler les contaminants qu'ils étaient censés mesurer. C'est pour cela qu'en 2011, quand l'Institut éco-citoyen s'est posé la question de choisir sa propre espèce sentinelle pour mesurer la pollution non pas à la sortie d'une usine, mais sur l'ensemble du golfe de Fos, eh bien, elle a opéré une autre sélection. L'Institut a interrogé les scientifiques de l'Université de Marseille qui lui ont conseillé le saran, à droite de la diapositive, mentionné dans la littérature spécialisée. Mais cette fois, ce sont les pêcheurs qui n'ont pas été contents, notamment les membres du club nautique de Port-de-Bouc, qui s'étaient engagés à participer aux pêches scientifiques. Ils ne voulaient pas contribuer à faire interdire la pêche d'un poisson qu'ils appréciaient tout particulièrement. Leurs réticences ont d'ailleurs fait écho aux doutes exprimés par un autre pêcheur amateur issu d'une famille de professionnels qui s'était étonné qu'on choisisse une espèce présente seulement dans la partie est, la partie rocailleuse du golfe de Fos, alors que le reste du golfe est plutôt sableux ou vaseux. Ainsi, selon lui, on compromettait les objectifs de cartographie générale des pollutions sur ce territoire. Comment tomber d'accord sur une espèce sentinelle qui réponde aux questions des riverains sur les effets chroniques, difficilement saisissables par les sciences réglementaires, qui répondent aussi aux attentes des scientifiques et qui ne heurtent pas, dans le même temps, les intérêts des pêcheurs, déjà à l'époque affectés par la crise PCB du Rhône. D'ordinaire, pour définir leur stratégie d'échantillonnage, les chercheurs ne s'embarrassent pas de telles considérations. Si la littérature ou les pairs conseillent une espèce, eh bien, elle est choisie. Mais dans la configuration très spéciale de l'Institut éco-citoyen de Fos, les scientifiques ont accepté de suspendre leur décision. Ils ont écouté les propositions du pêcheur qui suggérait le congre à la place, même s'il y avait peu d'articles consacrés à cette espèce. Ce qui est important pour mon argument, c'est que cette fois, les scientifiques se sont mis à l'écoute des pêcheurs pour repenser leur protocole en le réorientant vers le congre qu'on aperçoit en bas de la diapositive. Alors, le congre, c'est un carnassier sédentaire, au moins pour les 10 premières années de sa vie. Il est présent dans l'ensemble du golfe de Fos. C'est un gros poisson anguilliforme qui est consommé, mais plutôt mal aimé parce qu'il a la réputation de détruire les filets de pêche. Pour toutes ces raisons, et puis aussi pour, voilà, c'est un gros poisson, un carnassier en tête de chaîne alimentaire, eh bien, il a été considéré comme un candidat sentinelle crédible à tester. Qu'avons-nous appris à l'issue de cette première campagne de pêche scientifique? Les résultats de l'étude ont révélé des niveaux élevés de mercure, arsenic et sous-produits de chloration, avec des points chauds localisés à l'est du golfe de Fos, du côté du port, de Port-de-Bouc et de la Vera.
Les pêcheurs ont alors été prévenus pour qu'ils évitent ces secteurs. Les discussions qui s'en sont suivies, notamment avec les membres du Yacht Club de Port-de-Bouc, pour certains ouvriers de l'industrie, ont aussi permis d'identifier les sources de la pollution, notamment les rejets d'une usine de l'Aveyra qui bénéficiait d'une autorisation dérogatoire pour le mercure. S'il est impossible d'affirmer que l'expérimentation décrite explique à elle seule le changement de process industriel quelques mois plus tard, il y a fort à parier que la médiatisation de ces résultats l'a accéléré. Quand bien même l'administration a jugé que le congre n'était pas une espèce sentinelle habituelle et donc valide, et que 5 spécimens contaminés, même fortement au mercure, ne justifiaient pas, selon ces experts, de déclencher une alerte sanitaire. Entre-temps, l'Institut éco-citoyen était toutefois parvenu à publier ses travaux dans des revues internationales, et il continue depuis avec succès à travailler avec le congre. Je souhaiterais toutefois attirer votre attention sur d'autres bénéfices épistémologiques, sociaux et politiques de ces recherches. La bioindication participative permet de compléter les évaluations des risques officiels, dont on a vu qu'elles étaient biaisées et incapables, à elles seules en tout cas, de saisir des phénomènes aussi complexes que les pollutions. Cette expérience nous renvoie aussi à la nécessité de diversifier les points de vue et les méthodes pour étudier les effets chroniques de la contamination, notamment sur les grands prédateurs. Contrairement aux approches strictement quantitatives, instantanée et minimaliste, elle est plus qualitative, la bioindication, et à certains égards, maximaliste, parce qu'elle permet de rendre compte des cumuls d'exposition. Elle produit d'autres connaissances, sans doute plus précautionneuses. Elle souligne surtout le besoin de savoir situer, c'est-à-dire adapter à des contextes industriels bien spécifiques, sans viser la surveillance en général de tous les territoires, mais la compréhension d'une situation en tenant compte des parties prenantes. Dans d'autres circonstances, les scientifiques auraient ignoré les demandes des pêcheurs, au risque de les pénaliser. La configuration de l'Institut éco-citoyen a permis de faire de ces demandes finalement une force pour cibler une nouvelle espèce sentinelle pertinente. Je voudrais conclure mon exposé en disant que nous avons besoin de sciences participatives à des degrés divers pour rétablir la confiance entre les populations et les experts. Cette confiance ne peut pas reposer seulement sur une amélioration de la communication des seconds en direction des premiers, mais doivent naître d'autres habitudes de travail partagé, génératrices de nouvelles relations. D'autant que ce sont des relations qui obligent. Elles obligent à répondre aux préoccupations des populations en établissant des ponts entre expérience, perception et savoirs locaux, et de manière plus formalisée, savoirs professionnels qui permettent d'objectiver les phénomènes problématiques. Elles obligent aussi à développer des méthodes attentionnées et responsables. Les acteurs concernés anticipent et intègrent les conséquences de leurs recherches sur les terrains étudiés pour ne pas ajouter aux dépossessions déjà à l'œuvre. Il ne s'agit plus de produire des savoirs sûrs, de manière détachée depuis une position de surplomb, mais bien avec, dans une forme de compagnonnage. Je suis convaincue que c'est le meilleur moyen d'éviter les crises générées par les pollutions d'abord, mais aussi les crises consécutives à la révélation des pollutions dans l'espace public. Je vous remercie pour votre attention et vous laisse mon adresse email pour répondre à vos questions éventuelles.